Je me suis rendu compte dernièrement que le terme de stratégie était connoté d'une manière complètement différente en fonction des personnes auxquelles on s'adresse. D'ailleurs pour vous, je ne sais pas si ce terme est connoté positivement ou négativement. Et d'ailleurs aujourd'hui on va parler de la stratégie, non pas dans un domaine martial ou dans le domaine du jeu, mais on va en parler dans un domaine bien spécifique qui est celui des relations humaines et notamment de la thérapie. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, ce que je vous propose, c'est que l'on parle d'un courant de l'approche systémique qui est le courant stratégique. Comme je le disais dans l'introduction, il y a des personnes qui peuvent voir le terme de stratégique comme étant quelque chose de plutôt négatif, en tout cas quand il est associé aux relations humaines ou au domaine de la thérapie. Ce que je vous propose de faire ici, c'est de vous expliquer un petit peu l'histoire de ce courant de pensée, sur quelle base est-ce qu'il s'appuie, quels sont les postulats théoriques de ce courant de pensée, pour comprendre quelle est la philosophie d'intervention qui est liée. Vous allez voir, c'est une approche qui est pragmatique, non orthodoxe, ne craignant pas les controverses et qui se fonde sur l'idée que le thérapeute doit être d'une certaine manière assez directif, responsable, actif dans le processus thérapeutique et qu'il doit agir avec une certaine habileté. Vous allez voir, c'est vraiment un courant thérapeutique qui est ancré assez profondément dans le travail de Milton Erickson et qui a ensuite été développé par Jay Haley et Chloé Madanes. La thérapie stratégique a ensuite continué d'évoluer pendant une cinquantaine, une soixantaine d'années pour être aujourd'hui un des courants les plus influents dans le domaine des thérapies familiales et de l'approche systémique. Quant à la pratique en thérapie stratégique, elle se fonde sur l'idée que le thérapeute doit être actif, directif, habile en même temps que chaleureux et respectueux. Et il lui appartient non seulement de planifier le changement, mais aussi d'en prendre l'initiative. Et ce qui est très important, c'est qu'en cas d'échec, la responsabilité lui incombe, plutôt que d'incomber au patient. Donc vous allez voir, dans la thérapie stratégique, il y a vraiment cette idée que le thérapeute doit être pleinement responsable et actif dans le processus thérapeutique et qu'il doit prendre l'entière responsabilité des événements qu'il produit au cours du processus thérapeutique. Et la thérapie stratégique se définit comme étant non normative et non pathologisante. Et elle propose des procédures de communication orientées vers la résolution des problèmes qui se posent aux personnes qui viennent consulter. Ce courant de pensée, vous voyez cette branche de l'approche systémique, a évolué lors de 4 grandes phases principales. La première phase, que l'on pourrait situer entre 1952 et 1967, était vraiment beaucoup plus orientée vers la recherche en thérapie que vers la pratique. Puis entre 1967 et 1972, il y a, avec l'association de Salvador Minuchin, Jay Haley et Braulio Montalvo, la conceptualisation d'une vraie méthodologie d'intervention thérapeutique et d'un modèle de formation également. Puis il y a une troisième phase qui s'étend, on va dire, entre le milieu des années 70 et le milieu des années 80, lors de laquelle Chloé Madanes et Jay Haley vont monter leur propre centre de formation à Washington. Ça, c'est vraiment la phase qui marque le début d'une thérapie stratégique clairement définie. Puis on va dire qu'il y a une quatrième phase qui s'étend de cette période-là jusqu'à nos jours, dans laquelle il y a un élargissement de toute la gamme des problèmes possiblement traitables en thérapie. Alors la première phase, c'est la phase de recherche, et cette phase de recherche, elle va s'ouvrir avec le projet Bateson. En 1952, Gregory Bateson, qui est anthropologue, obtient une bourse de la fondation Rockefeller pour étudier les paradoxes dans la communication. Il va tout d'abord embaucher John Wickland, et puis une année plus tard, en 1953, il embauchera Jay Haley. Et ils vont ensuite être rejoints par 2 psychiatres que sont Don Jackson et William Fry. Et en 1954, ils vont recevoir des fonds pour aller étudier plus spécifiquement la communication chez les patients schizophrènes. Et c'est à partir de là qu'ils vont développer pendant des années les bases d'une théorie qui sera le terreau sur lequel va naître l'approche systémique. Ce qu'il faut voir, c'est que avant les années 50, tous les problèmes de santé mentale étaient interprétés comme étant des résultats liés à un dysfonctionnement, liés à une pathologie propre à l'individu, propre au sujet. Et à partir des apports de l'école de Palo Alto, il y a comme un changement de paradigme dans lequel on vient considérer les symptômes comme étant des adaptations à un contexte. Si ça vous intéresse de découvrir plus spécifiquement les apports de l'école de Palo Alto, je vous mettrai un lien pour que vous puissiez aller voir une des premières vidéos que j'ai fait sur cette chaîne et qui traite de ce sujet-là. Ce dont il est intéressant de se rappeler, c'est que Jay Haley, à la base, il était un étudiant en communication. Il n'avait rien à voir, a priori, en tout cas à la base, avec le domaine de la thérapie. Et puis du coup, en participant à cette recherche sur la communication des schizophrènes, il va être amené à rencontrer ces patients schizophrènes et aussi à rencontrer leur famille. Et Haley a vraiment été marqué par sa rencontre avec certains de ces patients schizophrènes. Il parle notamment d'un de ces patients qui était un jeune homme et qui, par exemple, pour la fête des mères, avait dit à sa mère
qu'elle était comme une mère pour lui. Alors on imagine à quel point cette formulation avait laissé cette femme perplexe, sans savoir pour autant vraiment ce qui la dérangeait dans le type de formulation qu'avait produit son fils. Ce jeune homme, il n'acceptait de quitter l'hôpital que pour se rendre chez ses parents, mais paradoxalement, quand ses parents venaient le voir, à chaque fois, il se sentait mal, on voyait bien qu'il ne voulait pas vraiment les voir, ou il tombait dans les pommes, ou alors il faisait un malaise, on sentait qu'il y avait vraiment une problématique au niveau de la communication entre ce jeune homme et ses parents. Et du coup, ces événements l'ont entraîné à rencontrer cette famille plusieurs fois, alors qu'à la base, il ne souhaitait la rencontrer qu'une seule fois, mais comme à chaque fois que la rencontre devait avoir lieu, il y avait des éléments perturbateurs, il l'a rencontré plusieurs fois. Et on peut dire que d'une certaine manière, c'est le moment qui a marqué son entrée dans la thérapie familiale. Jay Haley s'est notamment intéressé dans sa vie beaucoup à la notion de pouvoir, puisqu'il percevait les symptômes dans une famille comme étant une manière de prendre le pouvoir de manière intelligente, et souvent de manière inconsciente d'ailleurs. Il pouvait par exemple interpréter un symptôme, comme la dépression par exemple d'un membre d'une famille, comme étant une manière de prendre le pouvoir, une manière de dicter les règles, une manière de faire en sorte que les autres s'adaptent. Et il voyait ça comme étant une adaptation intelligente à ce qui se passait. Et du coup, il se disait que finalement, ce qu'il fallait faire, c'était essayer de résoudre les problèmes de pouvoir dans la famille pour permettre à chacun de trouver sa juste place. C'est notamment à cette période que ce petit groupe va théoriser le concept de double contrainte ou de double bind, dont vous avez peut-être déjà entendu parler. Si ce concept vous intéresse, j'en ai aussi parlé dans une précédente vidéo, je vous mettrai aussi un lien, c'était par rapport à un livre de Moniel Kaim qui s'appelle « Si tu m'aimes, ne m'aime pas », qui est vraiment excellent par ailleurs. Et dans ce livre, il parle de la double contrainte réciproque, qui est une conceptualisation un peu plus complexe du principe de double contrainte, mais j'explique ce qu'est la double contrainte selon les auteurs de l'école de Palo Alto, dans cette vidéo-là en particulier. Et ce concept de la double contrainte, il s'intéresse notamment à la notion de paradoxe, qui va être jugée ensuite quelques années plus tard par Jay Haley comme étant pas forcément très pertinente dans l'exercice de la thérapie, mais qui est très intéressante dans la recherche pour comprendre comment fonctionnent les interactions humaines, mais pas forcément utile pour provoquer des changements au sein de ces mêmes interactions. Vous voyez, il va commencer à y avoir cette idée que ce n'est pas forcément le fait de comprendre ce qui se passe dans la communication entre des individus, de comprendre ce qui leur arrive, qui leur permet de changer. Ils vont commencer à développer cette idée que ce n'est pas forcément le pourquoi qui est utile, mais plutôt le comment. Vous savez, ça vient un peu en opposition aussi avec les grands principes de l'approche psychanalytique qui était quand même prédominante à cette époque-là, et dans laquelle il y a vraiment cette idée que c'est justement le pourquoi qui est thérapeutique dans le présent. Donc en gros, ce serait le pourquoi qui aiderait à résoudre les problèmes du présent. Eh bien, eux, ils se disent, non, ça, très certainement, de leur point de vue, ça ne fonctionne pas comme ça ne suffit pas, en tout cas, pour pouvoir provoquer un changement dans le présent, même si par ailleurs, ça peut être très intéressant de savoir pourquoi on fonctionne comme on fonctionne, mais ça n'aide pas forcément à aller mieux. Ils vont même un peu plus loin, parce qu'ils disent que bien souvent, les individus souffreraient d'un excès d'analyse. C'est-à-dire que les personnes, au bout d'un moment, quand elles ont des problèmes récurrents, elles deviennent spécialistes de leurs problèmes. Donc du coup, elles sont entraînées dans un schéma de pensée, dans lequel il y a toujours une répétition des mêmes problèmes qui se posent à elle. Et donc du coup, cette construction de problèmes, elle va agir un petit peu comme un prisme à travers lequel on va voir le monde et à travers lequel on va construire sa réalité. Donc plus je vais chercher les éléments dans le passé, plus je vais chercher pourquoi est-ce que je fonctionne comme je fonctionne aujourd'hui, plus je vais fonctionner de la même manière. Or, en général, ce qui intéresse les gens qui viennent en thérapie, c'est le changement. Et c'est grâce aux travaux de Bateson que Haley et Wickland vont comprendre qu'il est impossible, d'une certaine manière, de ne pas influencer l'autre. Ça vient des apports de la seconde cybernétique, qui vient dire, puisqu'il est impossible de ne pas influencer, puisqu'à partir du moment où on est en relation avec quelqu'un, à partir du moment où on est dans un système thérapeutique, même à partir du moment où un observateur est là, il modifie la structure des interactions qui se produisent dans ce groupe-là. Donc la neutralité est une illusion, le fait de ne pas influencer une chimère, donc ils vont commencer à se poser la question comment influencer de la manière la plus positive et la plus intéressante pour les personnes qui viennent consulter. Et il va y avoir une personne qui va être décisive, qui va être extrêmement importante et influente sur la pensée de Jay Haley, ça va être Milton Erickson. Et finalement, la rencontre entre Jay Haley et Milton Erickson va arriver assez vite après les débuts de la recherche du projet Bateson, puisque Haley, qui s'intéressait à la communication, va commencer à s'intéresser à la communication dans l'hypnose. Donc du coup, il va demander à Bateson de l'introduire, de le présenter à Milton Erickson pour pouvoir aller le rencontrer. Et l'influence de Milton Erickson est tellement considérable qu'on peut presque voir en lui les premières lignes, les prémices du développement de l'approche stratégique. Et dans son cabinet, contrairement à ceux des autres psychiatres de son époque, pouvaient se produire des changements
extrêmement rapidement. Cette thérapie, elle était assez directive, elle était très minutieuse, et il avait pour habitude de recevoir des familles entières dans son cabinet. Il était d'ailleurs connu comme psychiatre, comme hypnotiseur, mais également comme conseiller familial. Il était très courtois dans son style et il mettait beaucoup l'accent sur les aspects positifs des comportements des gens. D'ailleurs, avant que ça soit la mode et que ce soit vraiment repris comme un des fondements de l'approche stratégique, Erikson avait vraiment cette idée et cette intuition que les familles passent par des cycles de vie et que finalement, les problèmes qui se posent à eux peuvent être interprétés comme étant complètement normaux vis-à-vis du cycle de vie qu'ils sont en train de traverser. Donc Erikson, il avait déjà cette approche qui était par nature dépathologisante. Pour vous donner un exemple de ce que pouvait faire Milton Erickson, il y a un jour, il a reçu un jeune étudiant en médecine qui était brillant, qui avait eu de nombreuses conquêtes dans la ville, qui était vraiment reconnu comme étant un type populaire, et qui est vraiment tombé fou amoureux d'une femme sublime mais très intelligente. Mais son problème, c'est qu'il restait complètement impuissant depuis leur nuit de noces. Même plusieurs semaines après le mariage, il n'y avait vraiment rien à faire, il n'arrivait absolument pas à faire l'amour avec sa compagne. Ils ont tout essayé, et au bout d'un moment, l'épouse a même été consulter un avocat pour savoir si elle pouvait faire annuler le mariage, parce que c'était pas du tout ce à quoi elle s'attendait. Et à cette époque-là, ce que les psychiatres avaient conseillé à ce jeune homme, c'était de faire entre 2 et 5 ans de psychanalyse, et ça résoudrait probablement son problème. Mais son problème à lui était un problème immédiat. Il n'avait pas 2 à 5 ans pour pouvoir le résoudre, sinon sa femme allait le quitter et de toute façon le problème aurait disparu. Mais un peu en dernier recours, ils vont voir Milton Erickson, qui était alors un hypnotiseur, et ils se disent bon, après avoir tout essayé, pourquoi on n'essayerait pas ça? Donc il reçoit ce couple-là, qui lui explique son problème, et puis ensuite il dit qu'il aimerait bien voir l'un et l'autre séparément. Donc il va commencer par avoir une discussion avec la femme. Elle explique à quel point elle peut se sentir démunie, triste et même honteuse, elle qui s'était toujours considérée comme étant une femme séduisante. Et ce qu'a fait Erickson à ce moment-là, c'est qu'il a pris son air le plus surpris, et qu'il a dit mais Madame, ce que votre mari vous fait, c'est le plus beau des compliments. Il est tellement subjugué par votre beauté qu'il ne peut absolument pas envisager de faire la même chose avec vous que ce qu'il a fait avec toutes les autres compagnes, toutes les autres conquêtes qu'il a eues précédemment. Et il a trouvé votre corps si beau qu'il s'en est senti comme anéanti, submergé, subjugué, et c'est ce que vous avez pris pour de l'impuissance. Alors la femme est un peu interloquée, puis elle sort, et il reçoit le compagnon, il lui raconte exactement la même chose, à quel point finalement il lui a fait un immense compliment avec son comportement, à quel point le fait de se sentir comme ça, tellement dépassé par la beauté de sa compagne, c'était la plus belle marque de reconnaissance, la plus belle marque d'amour qu'il pouvait lui faire. Qu'il avait d'une certaine manière un sentiment de culpabilité vis-à-vis de toutes ses anciennes aventures, mais que son incapacité prouvait à quel point cette femme-là était l'unique femme possible pour lui. Ensuite, ce jeune homme s'en va, ils quittent tous les deux son bureau, et ils ont raconté dans une séance suivante qu'ils ont presque dû s'arrêter sur la route pour faire l'amour, et ils n'ont plus jamais eu ce genre de problème. Vous voyez, un problème qui aurait été probablement traité en 2 à 5 années de psychanalyse a été traité par Milton Erickson en une seule séance. D'une certaine manière, cet exemple-là, il n'est pas vraiment reproductible, puisque là, je vous livre ce que j'ai lu vis-à-vis de cette situation-là, qui est une transcription. En réalité, il s'est probablement passé quelque chose lors de cette séance de beaucoup plus significatif que ce que j'ai pu vous transmettre moi, et certainement de beaucoup plus intelligent et de beaucoup plus subtil. Mais vous voyez un petit peu là l'essence de la thérapie proposée par Milton Erickson, qui proposait des choses qui étaient surprenantes, qui étaient parfois paradoxales, et qui provoquaient des changements très rapide. Et le style de Milton Erickson a influencé bon nombre de thérapeutes et de thérapies actuelles et est notamment fondamental dans l'approche stratégique. C'est à partir de ce genre d'expérience que Jay Haley va avoir une insistance fondamentale à aller s'intéresser à tout ce qui provoque les changements, à aller s'intéresser à comment avoir une intervention significative, stratégique, pour pouvoir obtenir un changement. Quand il parle de la thérapie stratégique, Paul Watzlawick, il utilise cette métaphore du jeu d'échecs, dans lequel il dit finalement la thérapie c'est un petit peu comme un jeu d'échecs, à l'exception près qu'il n'y a pas un gagnant et un perdant, mais qu'il y a 2 gagnants ou 2 perdants. Et donc la stratégie qui va être développée va être différente à chaque fois. Comme un petit peu dans le jeu d'échecs, il n'y a pas 2 parties qui se ressemblent, pourtant ce sont les mêmes règles, ce sont les mêmes pions, la même configuration de base, mais chaque partie est différente. Ce que les joueurs d'échecs savent bien, c'est qu'il faut s'adapter en permanence, et que bien qu'ils aient des patterns, bien qu'ils aient des exemples de coups en tête, bien qu'ils aient des ouvertures, ils ne savent pas où est-ce que la partie va les mener, et tout ça, c'est toujours unique. Il y a toujours une certaine part de jeu et de légèreté dans les thérapies stratégiques, l'humour y est également beaucoup employé. Ouais, c'est pas faux. Et le thérapeute s'efforce le plus possible de travailler à l'intérieur de la vision du monde de son patient. Au départ de la thérapie, il y a toujours l'idée que les patients sont compétents et le thérapeute va agir un petit peu comme un activateur des compétences latentes
des personnes. Cette approche stratégique se fonde notamment sur une certaine méthodologie d'intervention dont je vous parlerai dans une prochaine vidéo en m'appuyant sur la conceptualisation du Dr Reynaldo Perón et de Yara Domitnofal dont ils nous parlent dans leur ouvrage « Provoquer le changement, la méthode stratégique résolutive ». Je pense que je ne vais pas vous faire l'affront de vous représenter ces auteurs et cet ouvrage, j'en ai déjà suffisamment parlé dans des précédentes vidéos. J'espère que cette vidéo vous a intéressé, je vous donne rendez-vous très bientôt et en attendant, prenez bien soin de vous.